bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette journée d'études sur la désinformation et également donc l'éducation. Et de jour surtout dans nos sociétés démocratiques sur comment justement faire face à la désinformation tout en renforçant l'éducation, que ce soit contre la désinformation, mais aussi à la citoyenneté et à la résilience démocratique. Je tiens tout d'abord à remercier Dana Rempel ainsi que Valier Vézina Lorraine pour l'organisation de cet événement et plus particulièrement le CCEAE, l'école de langue de l'UQAM, le centre Marc-Bloch, le DAD, le consulat général d'Allemagne à Montréal, le DAD et l'Institut universitaire européen pour leur soutien pour cet événement. Sans plus attendre, je vais m'arrêter ici et pour cette bonne introduction, laisser la parole donc, à Déborah Martin, directrice du CCEAE, professeure d'histoire de l'Allemagne contemporaine à l'Université de Montréal, et dont les recherches portent principalement sur le journalisme, le genre, les deux guerres mondiales et les représentations de la violence dans les médias. Merci. Merci, Laurent. Et bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et au nom du centre, je voudrais vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cet atelier consacré à un sujet crucial dans le monde actuel. Nous savons tous que la démocratie est menacée dans de nombreux pays de l'Amérique du Nord et du Sud, en Europe et ailleurs. Et je pense que nous ressentons tous une certaine angoisse ou inquiétude collective face aux élections et la crainte de voir un parti d'extrême, surtout extrême de droite, arriver au pouvoir. Et nous voyons également comment les nouvelles et les informations sont déformées et complaisantes. Donc, bien sûr, l'accusation de soi-disant fake news est utilisée par certains pour délégitimiter de véritables informations de manière très répandue et très large. Donc, comment lutter contre cela? Je sais que ce ne sont là que deux des enjeux importants que vous allez aborder et débattre aujourd'hui. Et le centre est ravi de pouvoir soutenir des initiatives aussi importantes que cet atelier. Donc, je voudrais conclure en remerciant Laurent Borzillo et Daniela Hyman qui ont conçu et organisé cet atelier aujourd'hui. Je vous souhaite des discussions fructueuses. Et maintenant, je voudrais donner la parole à le consul allemand de Montréal, Christian Wagner. Je crois qu'on comprend, mais on nous comprend, hein. C'est une puissance, cette technologie. Merci beaucoup, Déborah. Alors, Dr Borzillo, cher Laurent, Dr Heidbel, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Et je pense que vous ne serez pas surpris si j'ai dit que, effectivement, nous traversons une période extrêmement difficile et la désinformation constitue un des plus grands menaces pour nos sociétés, plus d'Allemagne, plus d'Europe. Et donc, je pense que c'est très important de soutenir cette colloque, de soutenir ce dialogue à travers l'Atlantique, parce que je pense que l'Allemagne et le Canada ont beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre et dans nos efforts pour devenir plus résilients. Avant de prendre mes fonctions ici en tant que consul général d'Allemagne à Montréal, j'étais porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai eu le privilège et le plaisir de travailler pour la première femme dans ce rôle, Annalena Baerbock, qui est le ministre des Affaires étrangères en Allemagne. Et j'ai pris plus précisément mes fonctions en tant que porte-parole la semaine où la Russie a attaqué l'Ukraine. Elle avait attaqué déjà auparavant, mais où elle a lancé vraiment son invasion complète de l'Ukraine. Et donc, je peux vous dire que les années qui suivaient, c'était des années professionnelles assez intenses. Au ministère, donc le ministère des Affaires étrangères fédéral à Berlin, on avait déjà mis en place une unité
pour suivre et combattre et développer des stratégies contre la désinformation étrangère. Ce n'était pas nouveau avec la terre russe. Mais bon, comme vous pouvez imaginer, cette unité-là a eu une accrue de son travail avec la guerre en Ukraine. Et c'est cette unité-là qui a, par exemple, démantelé, je voulais vous en parler de cet exemple-là, en 2024, une fameuse campagne, qu'on appelle en allemand la fameuse campagne de Doppelgänger, en Allemagne. Et bien sûr, en s'aviant avant la guerre que la Russie mène non seulement des opérations très visibles et très concrètes en Ukraine, mais elle menait également quelque chose qu'on peut carrément appeler probablement une guerre hybride en Europe pour influencer, bonjour madame, je vous en prie, pour influencer et attaquer l'opinion publique en Europe. Alors, nos analystes au ministère, ils ont documenté entre le décembre 2023 et janvier 2024 plus de 500 000 faux comptes qui produisaient des 1,8 million de tweets en allemand, souvent renvoyés vers des sites parfaitement copiés, des sites des médias établis comme Spiegel, Frankfurter Allgemeine qui copiaient ces pages-là, mais bien sûr avec des contenus manipulés. Et l'objectif était très clair, c'était discréditer la responsabilité des responsables politiques allemands et ukrainiens, créer l'incertitude et la peur et fracturer nos sociétés. Le narratif était toujours à peu près le même. L'Allemagne néglige sa propre population au profit de l'Ukraine. Un deuxième exemple dont je voulais vous parler, et je suis très heureux et très contente qu'on aura l'ambassadeur de la Moldavie tout à l'heure parmi nous, c'est effectivement la guerre hybride que la Russie a menée en Moldavie. Et je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on l'a pas seulement vu lors du référendum constitutionnel, mais aussi dans les élections. Et c'est vraiment un bon exemple parce que la désinformation russe a vraiment massivement investi ce pays-là. La présidente Saïdou a fait cible de campagnes, la visant en tant que politique, mais souvent aussi en tant que femme, des campagnes vraiment sexistes. Essayons de la décrédibiliser, des investissements massifs dans les réseaux sociaux, sur notamment Facebook. Et donc, moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller avec ma ministre 2 fois en Moldavie et on a visité les unités aussi que les Moldaves ont mises en place pour combattre la désinformation. Et je pense qu'on peut être à peu près fier, en tant qu'Européens en tout cas, qu'on a très vite, après l'invasion de la Russie en Ukraine, pas laissé tomber la Moldavie, qui était également visée par des opérations russes, mais de désinformation et influence. Et dès avril 2022, donc très courte après l'invasion de l'Ukraine, on a mis en place en tant qu'Européens une plateforme de stabilisation pour la Moldavie. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui a aidé énormément. Là, c'est 2 exemples qui montrent, je trouve, que la désinformation aujourd'hui est vraiment au cœur de l'enjeu diplomatique. Mais pour conclure, je voulais élargir un peu mon propos et vous dire que, et ça c'est pas quelque chose que je vous apprends, que bien sûr on vit une époque d'incertitude profonde, une époque des mouvements tectoniques dans nos sociétés. Je ne veux pas même le juger, mais je pense d'un côté, on a vraiment des progrès technologiques qui sont fabuleux, époustouflants, mais qui font peur en même temps. Et de l'autre côté, on a vraiment une nouvelle forme de brutalité, en anglais, moi je dirais ruthlessness, entre les nations, la manière qu'aujourd'hui des États ont affaire l'un à l'autre. Moi, souvent, évoque plus le 19e siècle westphalien que le multilatéralisme du 20e siècle, dont certains ont pensé que ce sera la fin de l'histoire. Je ne vais pas être plus long, mais je ne veux pas finir sur un ton négatif parce que je trouve aussi qu'il faut toujours souligner il y a l'espoir. Et je pense qu'on a ce colloque précisément et d'autres éléments montrent qu'on a une bonne analyse, je pense, de la chose. Mais il faut, je pense, aussi constater que surmonter ces défis-là, les défis auxquels nos sociétés sont confrontées, va demander de la lucidité et des changements assez radicaux. Et hier, on a pu organiser avec le consulat et la Jewish Public Library un événement sur Hannah Arendt. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment dans la bonne continuité ce matin.
que je tire deux leçons en fait de ce colloque hier soir. La première, et ça semble facile de le dire et assez essentiel de le dire, mais en même temps c'est énormément difficile. Il faut vraiment qu'on garantisse en tant que société que nos jeunes générations développent l'empathie et la literacy, comme on dit en anglais, la littératie, notamment médiatique et numérique. C'est indispensable pour avoir une pensée critique, de mettre en question les choses. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Non, oui. C'est, je pense, vraiment essentiel et c'est facile de dire, et je le dis en tant que père moi-même, vraiment à l'époque où on passe plusieurs heures par jour sur des écrans, qu'on se croise presque plus que sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, et il me semble c'est vraiment essentiel. Et deuxième, c'est plus un état d'esprit. Je pense qu'il faut vraiment qu'on veille en tant que société, qu'on ne soit pas instrumentalisé. En tant qu'individu, en tant que société, il faut qu'on comprenne collectivement qu'il n'y a pas des solutions simples à des problèmes complexes. Il n'y a pas des réponses simples. Ça n'existe pas. Vivre ensemble, ça exige toujours le débat et l'empathie, la capacité de se mettre dans les chaussures de l'autre, de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment, en résumant, que ça nous appartient à nous de faire en sorte que ce n'est pas la loi du plus fort, mais la force de la loi qui prévaut. Et je suis très contente qu'en ce moment, l'Allemagne et le Canada œuvrent vraiment dans ce sens sur la sphère internationale. Et donc, je vous remercie encore très chaleureusement à participer à cette colloque. Merci Laurent encore pour l'organisation. Et je suis ravi de pouvoir assister. Et je suis très curieux des débats qui suivent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul général Moral Wagner, pour cette vidéo introductive. Nous allons pouvoir nous passer au premier panel de cette nouvelle étude. Donc, ça fait sur un état des lieux général des différents cas de désinformation auxquels nos sociétés sont actuellement confrontées avec différents experts, chercheurs, mais aussi participants, dont l'ambassadeur de Moldavie au Canada. Et pour animer ce panel, je vais laisser la parole donc à Fanny Tan. Fanny Tan est chercheuse en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul-Dandurand. Étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, elle est détentrice d'un baccalauréat en médias numériques et d'un certificat en design des jeux vidéo à l'UQAT. Fanny Tan écrit régulièrement sur les enjeux sociaux des nouvelles technologies dans les médias, journaliste indépendante. Et elle est également collaboratrice techno à l'émission moteur de du collectif de protection à la vie privée de la 2030. La parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'avais préparé une petite intro, mais je pense qu'il y a eu déjà des bons discours, donc je vais prendre le temps qu'on a pour avoir la discussion tout de suite. Mais avant tout, je vais présenter nos panélistes. Et là, je n'ai pas eu le temps de coordonner, donc je sais que j'ai mal prononcé les noms, je suis désolée. Mais je commence tout de suite avec Carl Matthews. Vous êtes cofondateur et directeur exécutif du Montreal Institute for Global Security. Vous avez précédemment occupé le rôle de directeur exécutif du Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. Votre travail porte principalement sur les droits humains, la sécurité internationale, les technologies émergentes et la lutte contre l'autoritarisme. Vous êtes membre du Global Diplomacy Lab et du réseau Global Responsible Leaders de la fondation BMW et vous êtes membre de la table ronde interculturelle sur la sécurité du gouvernement du Canada. Bienvenue parmi nous, Carl. Simon Thibault, vos recherches s'inscrivent dans le champ de la communication politique. Vos travaux portent sur les enjeux du journalisme et les médias au Québec et au Canada. Vous intéressez aussi au phénomène de politisation des médias, de même que la désinformation et la manipulation en ligne. Vous êtes aussi chercheur au Centre d'études et de recherche internationale. Simon, si vous pouvez me faire un petit, c'est vous, parfait. Donc, bienvenue parmi nous. Sergio Odainic, est-ce que c'est bon? C'est parfait. C'est bon, super. Vous êtes un diplomate comptant plus de 2 décennies d'expérience au sein du service diplomatique moldave. Avant votre nomination à Ottawa, vous avez occupé des postes de haute direction au ministère des Affaires étrangères à Chisinau. Chisinau.
Chinois aussi. Et vous avez servi dans plusieurs missions diplomatiques stratégiques, notamment en République tchèque. Bienvenue parmi nous. Balthazar Stengelin, c'est bon. Vous êtes vous êtes doctorant en sciences politiques et assistant chercheur à l'École nationale d'administration publique. Vos recherches portent sur la place du Canada dans l'architecture de la défense en Arctique, les relations avec la Russie dans le contexte de la militarisation croissante de la région et les vecteurs et récits de la propagande russe. Vous intéressez à l'évolution de la coopération internationale en Arctique et aux récits que les médias étatiques russes construisent autour des tensions dans la région. Bienvenue parmi nous, Balthazar. On a aussi Zachary Lemire. Zachary, vous êtes étudiant en premier cycle à l'Université de Montréal au département de sciences politiques. Suivant votre passage à l'Université d'Ottawa pour accomplir une formation spécialisée en philosophie, vous participez actuellement à un projet de recherche dans le cadre de la bourse d'initiation à la recherche prenant comme objet d'étude la désinformation russe. Et on m'a dit aussi que mon collègue Danny Gagné allait nous rejoindre un peu plus tard. Donc, Danny, il n'est pas là, mais il est docteur en sciences politiques, diplômé du CAM, professeur adjoint au Collège militaire royal de Saint-Jean, chercheur associé au réseau critique du Collège militaire royal et chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Endurant. Ses recherches doctorales portent sur la stratégie américaine de guerre par drone de combat et ses récents travaux sont notamment axés sur la manipulation d'informations à des fins géopolitiques. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec une première question pour faire un petit tour de table, que tout le monde puisse s'exprimer, puis ensuite, je vais rebondir un peu sur vos commentaires. Donc, la première question que j'aimerais poser à tous nos panélistes va comme suit. Comment évaluez-vous l'impact réel de la désinformation sur les processus électoraux récents et la vie politique, que ce soit en Europe, au Canada ou ailleurs? Sous question, s'agit-il d'un phénomène, selon vous, marginal, amplifié ou sous-estimé? Alors, je ne sais pas qui veut partir le bal. Est-ce que quelqu'un se sent inspiré pour... Simon, peut-être que vous m'avez gardé un petit... En fait, Oui, allez. je peux partir sur ma présentation en réponse à cette question-là dans un contexte canadien. Bien sûr. Et je ne sais pas si il y avait un collègue qui souhaitait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de réflexions de ça sur le contexte européen. Donc, je ne sais pas si un collègue qui veut commencer sur le contexte européen, puis moi je préfère le Canada après. Mais je peux commencer avec le Canada aussi, c'est comme vous voulez. Oui, tu peux commencer avec le Canada. Bon, alors je vais commencer dans un contexte canadien. Peut-être que pour répondre à votre question de façon succincte, dans un contexte canadien, à la fois la Commission sur l'ingérence et les études récentes qui sont intéressées aux élections, il n'y aurait pas lieu de s'alarmer. Mais moi, je suis de ceux qui avancent que, contrairement à ce que les études, notamment celles comparatives, qui réfléchissent aux phénomènes, qui peuvent expliquer pourquoi une société soit plus résiliente par rapport à la désinformation, je pense que ça évolue rapidement. Je pense que le contexte américain est très influent et que peut-être que le Canada, contrairement à ce que certaines études l'ont fait, est peut-être moins résilient qu'on le pensait par rapport à la désinformation. Et je pense que la recherche va illustrer cela dans les années. Il le fait déjà, il va l'illustrer davantage dans les années à venir. Donc, peut-être dans un premier temps, peut-être pour nos collègues européens, pour d'abord, merci aux responsables du Centre canadien d'études allemandes et européennes, puis au Centre Zentrup, Marc Bloch, de nous avoir invités. Et surtout, merci à Valier. Quand je parlais avec Valier justement sur qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre les blocs en place, je me disais, je vais parler de cette prise de conscience, à mon avis, dans un contexte canadien qui est très important dans la foulée des allégations qui avaient été mises de l'avant dans les médias sur le fait qu'il y avait de la désinformation qui se faisait avec de l'ingérence. C'est sorti d'abord dans les médias canadiens et c'est des fuites qui originaient au sein du service canadien du renseignement de sécurité qui disait qu'il y avait des activités d'ingérence au Canada, notamment de la Chine. Et l'une des histoires qui avait fait les manchettes, c'était celle de l'ex-député conservateur Kenny Chiu. Et il était député d'une circonscription là, avec une importante population d'origine chinoise en Colombie-Britannique. Et ce député, il affirmait qu'il avait été victime d'une campagne de salissage, de désinformation sur le réseau social WeChat. C'est un site de microblogage chinois. Et il avait perdu son siège par quelques points de pourcentage lors de l'élection de 2021. Et il estime que cette campagne de désinformation-là avait contribué à sa défaite. Dans la foulée de ces révélations-là, les partis d'opposition à Ottawa ils ont réclamé
une commission d'enquête publique qui a été créée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau en septembre 2023. Et en mai 2024, la commission a publié son rapport initial, la commission menée par la juge Hogg. Et elle a reconnu, la juge Hogg, que c'est possible que les résultats d'un petit nombre de circonscriptions canadiennes aient été affectés par ces opérations d'ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021, mais que dans leur ensemble, l'intégrité du processus électoral canadien n'avait pas été affectée selon elle et la preuve qu'elle avait regardée. Puis là, je me fais une petite parenthèse, là. Une juge n'est pas capable d'évaluer les effets de la désinformation dans une circonscription canadienne. Les effets, c'est compliqué. Réfléchir aux effets de la désinformation, c'est très compliqué. Et donc, ça prend des études, puis même les experts qui réfléchissent à cela ne s'entendent pas. Comme par exemple, l'élection canadienne, l'élection américaine de 2016, probablement des élections qui ont été les plus étudiées, il y a des débats entre les chercheurs. Des chercheurs qui estiment que Donald Trump a, par exemple, été élu grâce à l'ingérence russe. D'autres qui disent que ce n'est pas sur ça qu'il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent sur les médias américains qui relaient des fausses informations qui contribuent justement à amplifier le phénomène, notamment des médias traditionnels. Donc, dans la foulée de ce rapport, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement canadien. C'est la loi concernant la lutte contre l'ingérence étrangère. Et cette loi, elle renforce différentes lois canadiennes afin d'améliorer la capacité des institutions canadiennes à contrer les menaces d'ingérence, par exemple en créant un registre pour les agents étrangers et en criminalisant diverses formes d'ingérence, comme la désinformation, l'intimidation, l'espionnage au profit de pays étrangers. Et en janvier 2025, là, quelques mois plus tard, la Commission Hogg, elle a publié son rapport final et elle a même dit là, dans son rapport exécutif, là, dans son résumé, là, elle a dit même s'il existe un très petit nombre de cas isolés où l'ingérence étrangère a pu avoir un certain impact sur le résultat d'une course à l'investiture ou sur le résultat d'une élection dans une circonscription donnée, rien ne démontre que nos institutions aient été gravement affectées par une telle ingérence. Elle dit aussi que l'une des choses qui a probablement que le plus d'impact, c'est que l'ingérence étrangère subie par le Canada, elle a ébranlé la confiance du public canadien. Donc ça, c'est un des constats importants de la commission d'enquête. Mais moi, ces deux événements-là, la commission Hogg et la loi canadienne qui a été adoptée pour justement contrer l'ingérence étrangère, pour moi, ça constitue vraiment un tournant pour le Canada parce que c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience que le gouvernement canadien et le système électoral canadien est peut-être plus vulnérable qu'on ne le croyait. En dehors des travaux de la commission, il y a des études qui ont été faites. Il y a une étude, par exemple, très citée qui a été dirigée par un collègue, Angus Bridgman, qui a publié une recherche sur l'élection fédérale de 2021. Il constate, comme la plupart des chercheurs, il y a beaucoup de mésinformations sur toutes les plateformes et dans toutes les communautés suivies. C'est surtout la mésinformation. Là, il parle de mésinformation parce que la désinformation, bien évidemment, il faut assumer qu'il y a une volonté malveillante. Puis ça, c'est difficile à prouver. Donc, souvent, les chercheurs vont parler de mésinformation, mais bien évidemment, il va y avoir des procédés de désinformation qui vont nourrir la mésinformation. Puis bien évidemment, là, ces chercheurs-là, comme d'autres, disent que l'élection de 2021 n'aurait pas été impactée de façon importante. Une autre étude qui a été faite au Québec en 2022 par un collègue, Mathieu Lavigne, qui conclut que la mésinformation est assez importante, mais qu'elle a peu d'impact sur l'élection québécoise en général, notamment parce que c'était surtout des petites communautés qui étaient très actives, qui relayaient la mésinformation. Et puis là, j'arrive à des études là, comparatives qui réfléchissent au phénomène de la mésinformation, au phénomène de la désinformation, qui font des comparaisons entre les pays. Puis l'un des constats que certaines de ces études-là mettent de l'avant, je pense par exemple à l'étude de Humphrey et ses collègues, c'est que le Canada serait assez résilient pour faire face à la désinformation, notamment en raison de faibles niveaux de populisme. Donc, pensons par exemple à la communication populiste, des acteurs politiques qui s'attaquent par exemple aux médias. Il y aurait aussi un niveau de polarisation politique qui serait moindre, aussi une polarisation médiatique, une partisanerie médiatique qui serait moindre. Il y aura un haut niveau de confiance envers les médias. Cela dit, moi, je suis de ceux qui pensent que ces phénomènes-là, ça évolue rapidement. Puis on est très proche du contexte américain. Et il y a des sondages, il y a des études qui montrent que la situation évolue.
et notamment par rapport à la polarisation, la veille, qui avait en 2021, sur l'élection de 2021, il dit peut-être que l'élection peut être ici affectée. Et lui, dans ses travaux ultérieurs, il dit que la polarisation, elle a augmenté, notamment la polarisation affective. Donc, comment les gens perçoivent les gens qui vont, par exemple, être en désaccord avec leur vision politique. Donc, on va avoir tendance à diaboliser davantage les groupes adverses et se sentir davantage proche par rapport à des questions politiques. Donc, la polarisation affective, selon la ligne, elle a augmenté. Et dans ses explications possibles, il dit que la polarisation des élites, l'influence des États-Unis, ce serait deux facteurs explicatifs. On constate aussi, là, dans le contexte médiatique et politique, que les guerres culturelles américaines, elles percolent dans le système politique et médiatique canadien. Donc, on voit, par exemple, des débats sur les questions de genre, de liberté d'expression, de culture d'annulation, le mouvement woke. Tout ça, c'est plus important que ce ne l'était au Canada. On assiste aussi à ce que j'appellerais une politisation de l'espace médiatique canadien. J'avais mené avec des collègues en 2018 une étude pour réfléchir sur les biais médiatiques canadiens, puis on voyait déjà qu'il y avait une perception que cette politisation des médias existait. On n'a pas eu l'occasion de faire une étude ultérieure pour faire une comparaison, mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que contrairement à ce qu'on voyait il y a plusieurs années, les acteurs politiques maintenant font de la communication populiste, ils s'attaquent aux médias. Ils s'attaquent à leur indépendance, ils s'attaquent à leur... Ils disent que les médias, par exemple, sont biaisés. Il y a de nombreux acteurs politiques qui s'attaquent aux médias, les accusant d'être des médias libéraux, notamment la radiodiffuseur public canadien est fortement attaqué comme étant un média qui relaie la propagande du gouvernement libéral. Donc, cette association, cette partisanerie où on associe des médias canadiens et notamment le radiodiffuseur à l'un des partis principaux au Canada, le Parti libéral du Canada, c'est quelque chose qui se fait de façon explicite, mais ça brouillait, ça courait là, dans la base, notamment la base électorale conservatrice depuis des années, mais maintenant c'est exprimé de façon volontaire de la part de plusieurs leaders conservateurs. Ces échos, ces attaques sur les médias et ces débats, notamment par rapport aux guerres culturelles, ça se passe aussi au sein de l'espace médiatique. On voit de plus en plus de guerres médiatiques, de chroniqueurs, d'animateurs qui s'attaquent sur des sujets clivants régulièrement, que ce soit le racisme systémique, le mouvement woke, l'immigration, etc. Et donc, tous ces facteurs-là auxquels on pense là, pour dire, bon, le Canada, finalement, est très résilient par rapport à la désinformation. Peut-être qu'il ne l'est pas autant si on regarde comment la situation évolue. L'un de ces facteurs, c'est la confiance envers les institutions, notamment les médias. Et au Canada, on assiste depuis quelques années, depuis 2018, à une baisse constante de la confiance de la population canadienne envers ces médias traditionnels. Ça a baissé là, de 58 % en 2018 à 39 % en 2024, donc une baisse de près de 20 %. Donc, cette baisse de confiance envers les médias, elle n'est probablement pas étrangère au fait qu'il y a des attaques populistes constantes envers la presse, notamment de la part du chef conservateur. Et donc, ces phénomènes de communication populiste, de polarisation politique, de partisanerie médiatique, ce sont tous des facteurs qui sont associés à la résilience d'un système politique et médiatique par rapport au phénomène de la désinformation. Et donc, oui, il n'y a pas lieu peut-être de s'inquiéter si on se fie aux études récentes par rapport aux élections, si on se fie au constat de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Mais ça ne veut pas dire que ces phénomènes-là n'évoluent pas rapidement, puis qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter justement sur la résilience du Canada par rapport à ce phénomène de la désinformation. Merci beaucoup, Simon, pour ce portrait nuancé de la situation, réaliste mais nuancé. C'est très intéressant d'en savoir plus. Je note, par exemple, la difficulté de réfléchir aux effets de la désinformation. J'aimerais ça qu'on y revienne peut-être tantôt. Mais avant, je laisserai la parole à quelqu'un qui voudrait peut-être parler plus de l'Europe, par exemple. Je pense qu'il y en a plusieurs sur cette table. Les violets. Voilà. Je vous demande pardon parce que je veux livrer mes messages en anglais. Je ne suis pas assez fluent en français, mais ma compréhension est 100%. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en français. First of all, thank you for inviting me, and I appreciate very much the fact that Moldova is representing a good example for study, given the context of today's conference.
I think that there's a lot of valuable information and lessons that can be taken from our experience in light of last years, since especially since the war between Russia and Ukraine started. Since the topic of today's discussion is the disinformation and foreign interference in elections and the democratic processes, I would say that for us, this would be just one tip of the iceberg, because the elections themselves are just like a moment of, let's say, peak activity when we can actually draw a line and take a screenshot of the status quo in the world of let's say hybrid warfare, because Moldova, as an ex-USSR republic, as a country that declared its independence not so long ago, like as a young democracy, we could be identified as a direct target of this warfare that is going on. It's not necessarily, necessary to just have missiles falling, on our territory or targeting civilian objects on the territory of Moldova. It's enough the fact that we are constantly bombarded with different instances of bad intent from the part of Russian Federation. Yesterday, I was talking to, while preparing for this discussion, I was talking to the leader of our Stratcom unit, which is in the subordination of President Maia Sandu. And we have identified a few elements that actually generated the state that Moldova is now in. And I would say that it's not just a thing about disinformation on its own, and it's not just a thing. When something negative or like a phenomena appears in the media or in the international relations field, we usually respond with combating and preventing, right? That this is the usual MO for any, let's say, reactive actions or measures. In our situation, I would say that it's too late for that kind of action. I would compare the situation as, bad weather. You cannot combat and fight the bad weather, right? You cannot react to it, but you have to be prepared all the time, and you have to deal with the situation as it is and make the best of it. So I would say we are in a current status like this. And what our government is trying to do is to make like a systematic and a holistic approach towards the situation. So if we were to analyze the measures taken by the Russian Federation in our country, I would divide them into a few pillars or main kind of directions that they work on. So first one was energetic blackmail. So for some of you that are not aware, we broke away from the USSR in the we declared our independence in the early 90s, and since then Russia has never let us out of its political and cultural gravitation sphere, right? Gravity sphere. So we've been kind of hovering around Russia anyway, and this was because of the economical ties that it has strictly enforced by giving us preferential energy prices on gas and electricity. Also, Russia has kind of tested. We were the first country to have implemented, the blueprint of
rogue or unrecognized state formation within an independent country. So Transnistria was the first one to be tested in this kind of algorithm. And we saw this repeating in Georgia, and now we see this in Ukraine with the Donetsk, Luhansk, so-called republics, which are striving for independence, but we all know what kind of independence that is. So in this respect, Russia has created this kind of comfortable situation when for loyalty and obedience you would be rewarded with cheap energy prices. And some waves or some currents of, or some political classes, I would say, right? Parties were very comfortable in this situation, so they had a strong argument in promoting this loyalty to the Russian Federation. So we had periods in our history, or our independent history, when we had pro-Russian governments, and it was all okay. Like there was no open kind of conflict rhetorics between our countries. We were considered a friendly state as long as we knew our place and we did not make any remarks, or we did not have any dreams of changing the course of our country. But then something happened that changed the minds of people, and people started, first of all, to migrate towards EU countries, towards North American countries, other places in the world, and started seeing the difference. And this idea of a better world kind of planted its seed in the common, let's say, psyche of the society. And it started to grow, and it grew into a very strong spiritual, but then political current, which took over during the last years, since especially since 2021, and we have a strong political pro-European leadership within our country. Of course, this was all with the help of the EU institutions, because prior to that there were a lot of programs that help us understand, embrace EU legislation and things like that. But getting back to the energy blackmail. So what that meant for the Russian Federation, for that country, for Kremlin, it was time to act. So what is the first thing that you do? You pull the plug when somebody doesn't do as you like. So the let's say this energetic leash, they started to tighten it right after the war in Ukraine. Actually, no, a little bit before, because they were threatening with the new prices, or like the cancellation of the previous contract with the Gazprom, between our state and Gazprom, which is the biggest gas company in Russia. So they started to blackmail us with the open market prices, which we had to go to, after making the choice of not being under the Russian control. And with that, they started to promote aggressively the friendship, which would have a very clear benefit with the Russian Federation. After that, Moldova established a new contractual relationships with gas suppliers. We went to the open European market, and we got significant prices increases. And you can imagine only just this narrative, how it would have impacted the let's say, attitude of a general or a regular citizen who, for instance, had to pay, like within half a year, had to pay 5 times or 6 times more for their gas or electrical bill. So this was a deliberate tactic used to influence the voting conduit, or the voting patterns of the Moldovan electors. So in practice, we actually had one day of total blackout in our capital city when it happened.
And it happened because of Russian drones and rockets hitting the essential or the vital electrical grid infrastructure in Ukraine, because they were wishing for, so that the Ukraine was lacking the energy for the winter of 2022 to 23. And at that time we were buying electricity from Europe, but it was conveyed through the grid of Ukraine. So there you have a very classic and I would say blatant attack on the country from the energetic point of view. Another element would be, and I will try to be as brief as possible on the next one. The other element would be illegal financing. In 2023, at the end of it, in December, our state has adopted a new security strategy in which Russia and Federation has been declared as a security threat for our country. So it's an official threat, and we treat it this way in an official way. So what that means is that every help or financial transaction that comes from Russian supported, a Russian company or Russian finance or money stream that goes into Moldova is considered illegal, especially if it's tied to any type of political processes. So we've had during our elections in 2024, when we elected the president, and we had also in parallel a referendum for modifying our constitution for including the EU integration as a part of our state, as a state target or state vector. And in 2025, just September, pardon me, we elected the new parliament. So in both campaigns of these elections that I mentioned, we witnessed a serious influx of cash money into our country in order to determine, to bribe directly and determine people to vote for the opposing parties, especially those who were tied to Ilan Shor. That's a politician that has been convicted for money fraud and other bad things that he did in our banking system. And he is actually a fugitive. He is convicted in absentia, and he is now hosted by guess who? Moscow. So this person was the one that orchestrated the, let's say, pyramids or like Ponzi schemes, if like people that had other people under them, like a distribution network of money with illegal origin. And those cases started to pop up. We actually had independent media, which is a very important thing, an independent media research and the investigation that actually infiltrated this network, and they actually published their work, and they actually showed how people were being brought to special rallies, and money was spread for each team, and they would redistribute this until the last or the final voter. So it was a very serious operation. The estimate for this operation is around 100 million euros. So was spread to the population in order to literally buy the vote. Also, another element would be the cyber attacks during the election days. For instance, during the last election, we had we have a system, electoral system, which is monitoring and generating data on voter participation, and also preventing double voting. So if you voted somewhere, you cannot vote another time somewhere else. So on the election day, we had 14 million cyber attacks on this system alone.
So you can imagine the pressure that it's generating. Also, we had the instances where people were recruited for different types of destabilizing activity. Mainly, one of the let's say most notorious story from our media is when Moldovan citizens, were actually being recruited and transferred to a camp to Serbia, where they would study, martial arts, like rifle practice and things like that, in order to infiltrate them back in and create destabilizing activities after the results of the voting, should they be, not in favor of a certain candidate. The final one would be special operations of influence. So what that would mean is like the Russian Federation is creating like separate vectors which are meant to like destabilize the situation in the country, and not only by visible means, right, but to create an impression of let's say despair, right? Because every time you would open up like any website, or you would hear the news, you would get, first of all, different kind of information. It would be misleading for you. It would be very influential towards those people that have a weak knowledge base about what Europe is about why and who started the war in Ukraine, and things that are pertaining to the security of our country. But then again, in the population that is more aware, it would generate more sentiment of indifference, right? Because people get tired every day, prices are hiking, everyone is fighting, I don't care anymore. And actually, indifference is more valuable for a political gain than people that are pro or against, because you can turn those, but these are just an inert mass that you just don't have to think about it. So how do they achieve this kind of goal? So first of all, would be constant declarations, like on official and unofficial channels and outlets. They would launch narratives, and they would propagate information that would kind of label the pro-European or pro-democratic movement of the country as something evil. And this happens also on different layers or levels, if you want. So if we talk about like the bottom line would be, just community chats on internet, like Telegram, things like that. But then it would go up, and it would actually reach state media and also official speakers of the Kremlin, right? So that would be the press secretary of the president, the press secretary of the Foreign Affairs Ministry of Kremlin, and you would be amazed how, and it's a measured fact, how during the election campaigns, the presence of the Moldovan subject in the Kremlin dialogue or rhetorics, it actually rose by 300%. So imagine what is the impact of having Maria Zakharova go to the press and have a special dedicated press conference on the topic of Moldova, and using words as regime towards the officially elected government and president of the country, words as Nazism, words as fascism, words as genocide, and also concepts like right infringements or discrimination by language, meaning that the victims are the speakers of the Russian language, and at the same time trying to
still determine us to consider that our language is not Romanian, which it is, but a Moldovan. So thus trying to make a divide between, the speakers of the same language. Another thing would be domestic proxies. So these would be, the talking heads. So there would be the pro-Russian speakers like journalists, but also politicians. So there are clearly pro-Russian politicians that are, taking and replaying all the time the narratives that are propagated by the Russian Federation. So just as an example, I would say that they would say, okay, if we join the EU, then NATO will be here, and next day it's the beginning of the war for our country. Or they will force, EU will come and they will force LGBT agenda on your children without you knowing anything. Like EU will adopt a law, so you will have, food products made of insects and things like a totally, bizarre set of ideas, which in some layers of society they're actually accepted and replicated as well. So in this manner, it's very hard to control how they appear, and as I mentioned, combating and preventing it's a very tough job to do in this kind of situation. Merci, mais je ne vais pas vous couper, c'est très intéressant. C'est juste que je préfère qu'on garde un peu les mécanismes et tout, vous en avez déjà dit, et on va pouvoir peut-être faire des liens avec les autres présentations un peu plus tard. J'inviterais peut-être Kyle à présenter. Oui, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Merci Fanny, merci ambassadeur, merci à nos collègues de l'Université de Montréal pour l'invitation. Moi, aux questions qui est posées, est-ce qu'on sous-estime les opérations de la Russie dans l'espace informatique comme un grand problème? Je pense que c'est oui. Moi, je dirais, nous, mes collègues, on a écrit un rapport avec la fondation Konrad Adenauer s'appelle Wired for War, puis on a analysé comment les pays autoritaires utilisent les outils numériques puis l'IA pour vraiment pour outils de guerre contre l'Occident. Puis dans ça, on note aussi, c'est pas seulement une guerre informatique que la Russie est en train de faire, mais c'est aussi partie d'une guerre cognitive. Alors, ça veut dire que la Russie puis la Chine sont alliés. On mis ça dans un plan militaire qu'il peut utiliser les médias sociaux pour avoir un impact dans la société, dans le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Alors, ça, c'est dans le rapport. Si les gens sont intéressés, c'est écrit en anglais. Mais la magazine française Diplomatie vient juste de publier un page, 5-6 pages dans l'édition de novembre. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en ligne. Moi, je dirais un des problèmes qu'on fasse à ce moment, si on concentre notre vision seulement pendant les élections, chaque 4 années, on ne voit pas qu'est-ce que la Russie puis ses partenaires fassent tout le temps. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on doit réfléchir. Ce n'est pas seulement chaque 4 années que la Russie ou ses alliés, la Chine, vont s'ingérer dans notre démocratie, dans les élections. Ils continuent de le faire, puis ça change tout le temps. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui, bien merci. C'est pourquoi c'est bon que je t'ai suivi. Alors, je pense que c'est très important qu'on regarde ça. La deuxième chose qu'on voit, c'est le problème que le Canada, des autres pays, on est très réactifs. On n'a pas une opération pour reprendre l'espace numérique dans notre propre société ou à l'étranger. Alors, écoute, nous, on a fermé Radio-Canada International. L'Allemagne, il y a Deutsche Welle qui fait du bon travail, mais le Radio-Canada CBC, il n'y a pas une désorganisation à l'international dans les autres langues pour vraiment c'est un de nos outils qu'on pourrait utiliser, mais on ne l'utilise pas. Donc, puis au même moment, en 2025, avec Donald Trump qui est venu en pouvoir, il a coupé tous les fonds du département de l'État, Department of State, pour suivre puis combattre les désinformations des pays autoritaires. Ils ont coupé tout l'argent
beaucoup à Freedom House, National Endowment for Democracy, toutes les grandes organisations qui faisaient ce travail. Puis maintenant, l'Occident, on a perdu tout ce que les Américains ils appuyaient. Alors, c'est-à-dire que on a moins de connaissances qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que la Russie est en train de faire dans notre société. Alors, ça fait à peu près un mois, on avait des partenaires de l'Union européenne qui sont venus à Montréal, puis ils ont démontré que c'est les États-Unis qui finançaient 65% du travail à l'international pour combattre la désinformation. Puis je vous dis, au Canada, Global Affairs Canada, c'est un petit pourcentage. Alors, on doit vraiment réfléchir si la Russie, puis aussi la Chine, puis ses partenaires qui sont en train de faire aider l'invasion de l'Ukraine. On sait que l'Iran donne des drones à la Russie, la Chine donne l'appui dans l'espace informatique, politique, diplomatique. La Corée du Nord qui envoie des soldats en Ukraine sont tout en train de travailler comme une alliance autoritaire qui menace la sécurité de l'Europe, mais aussi des démocraties autour du monde. Alors, je pense qu'on doit vraiment se concentrer sur ça, puis réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire de façon moins réactive, puis plus forte. Mais puis deuxième, peut-être petit histoire. Nous, on a fait un rapport pour le gouvernement du Canada pendant le COVID. On a suivi les narratifs en ligne des conspiracies anti-vaccines, tout ça. Puis on a vu puis on travaillait avec une compagnie montréalaise, une compagnie IA qui suivait sur Twitter, puis on a trouvé 50% des voix qui poussaient ces désinformations étaient des bots russes. Puis ils trouvaient toujours des gens sur la droite ou sur la gauche, puis ils faisaient du amplification de leur poste. Et je vous dis, il y a une raison pourquoi on voit les gens qui étaient anti-vax sont maintenant anti-Ukraine. Puis Marcus Colga du ONG Disinfo Watch à Toronto, il a écrit un rapport sur ça, le Horseshoe Theory, dont la Russie utilise les médias sociaux et les autres outils pour vraiment diviser la société sur les pôles idéologiques de la gauche et la droite. Alors, peut-être que je vais finir mes commentaires sur ça. Merci. Merci beaucoup, Carl. Je viens d'apprendre que Dany Gagné est en ligne, donc j'inviterai Dany peut-être. Est-ce que tu veux que je répète la question, Dany, ou est-ce que tu es. Je ne te vois pas, je ne sais pas, t'es où, je parle dans le vide, là. Ah, t'es là? Non, tu parles pas dans le vide, chère Fanny. Dany, tu peux y aller. Tiens, Est-ce que tu peux répéter la question cependant, Fanny, parce que je suis arrivé en plein milieu de. Pas de souci, Dany, je te dis ça dessus. Ma question, laisse-moi la retrouver pour te la dire proprement. Comment évaluez-vous l'impact réel de la désinformation sur les processus électoraux récents et la vie politique, que ce soit en Europe, au Canada ou ailleurs? Et est-ce que c'est un phénomène marginal, amplifié ou sous-estimé, à ton avis? Bon, je pense que je suis arrivé en plein milieu d'un débat sur la Russie, peut-être. Là. J'ai l'impression que c'est la cible. Et puis, bien sûr, ben, au Canada, on est aussi aux prises avec beaucoup de désinformation, beaucoup de campagnes d'influence qui nous viennent de la Russie. C'est l'acteur principal en termes d'influence, mais d'influence en ligne, là, si on veut, avec l'espèce de tentative d'influence, mais au niveau plus large. Et le succès, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a nécessairement un succès énorme, mais on voit vraiment, je pense que, comme le dit M. Matthews, la question de la désinformation, par exemple, dans les élections de 2021, on avait vraiment des narratifs qui tournaient sur la COVID, après ça, bon, sur l'implication du Canada en Ukraine, même si la guerre en tant que telle n'était pas encore commencée, on s'attaquait déjà aux soldats canadiens qui étaient en Lettonie, en disant que, bon, ils aidaient certains, ils étaient déployés secrètement dans le Donbass. Donc, mais ce sont des sujets qui n'ont pas bien vieilli, là, si on veut, si on parle vraiment dans le cas canadien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dernièrement, si je prends le cas de la Russie, c'est qu'on est un peu à la recherche
de nouvelles lignes de fracture. Donc, si je compare l'élection de 2021 et l'élection de 2025, on est à la recherche de nouvelles lignes de fracture pour essayer d'exploiter, de diviser la population. Qu'est-ce qu'on a remarqué justement, c'est peut-être que le sujet de l'Ukraine ne divisait plus autant. L'avantage, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais le wild card en bon français qui se présente dans le paysage politique, c'est Donald Trump. Qui arrive avec un paquet de déclarations inflammatoires. Je ne sais même pas si c'est un mot que je peux utiliser dans cette phrase-là, mais qui arrive avec un paquet de déclarations sur bon, le fameux discours sur le 51e État. Et là, les Russes vont dire, oh, OK, on a quelque chose, à quoi s'accrocher. On voit que les gens sont frustrés, ça crée de la division. Donc, on trouve un nouveau narratif. OK, on va essayer d'exploiter ça. On a vu qu'il y a eu des campagnes de désinformation qui ont été faites avec ça. Des réseaux de bots qui ont été utilisés justement pour essayer de taper sur ce clou-là, de faire en sorte que, OK, on va repartager cette information-là le plus possible. On va se servir de des comptes, pas juste de des bots, mais on va se servir de des comptes qui sont déjà populaires, qui partagent ces messages-là. On va les amplifier. On a vu aussi la question du séparatisme albertain qui revient de plus en plus dans les dernières élections, c'est-à-dire que les élections, bon, quand les libéraux gagnent, on se rend compte que souvent le petite tendance nationaliste qui revient du côté de l'Alberta. Et là, on s'est dit, OK, on a une nouvelle fracture encore ici à aller exploiter. On veut diviser les Canadiens. On essaie de trouver des enjeux pour diviser les Canadiens. Le but, c'est de rendre la politique canadienne, du moins rendre les institutions canadiennes moins efficaces, qu'il y ait plus de difficultés, qu'il y ait plus de discorde, et qu'on ait plus de difficultés à s'entendre aussi sur des questions qui ont rapport avec la politique étrangère et qui ont surtout rapport avec la relation du Canada avec la Russie. Donc, le but n'est pas nécessairement, je veux dire, le but n'est pas de contrôler nécessairement l'électorat, mais de diviser et que ces divisions-là en viennent à s'exprimer d'un point de vue parlementaire pour paralyser justement le pays et l'empêcher de prendre des décisions qui pourraient nuire à la Russie. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si c'est le temps de passer à autre chose. Rapidement. En fait, un des deuxièmes acteurs qu'on a beaucoup entendu parler, bon, par exemple avec la commission Hogg dans les dernières années, c'est la Chine, bien sûr. La Chine, son impact, il est différent. La Chine vise moins un auditoire, grand auditoire. La Chine, elle, va viser vraiment des communautés sino-canadiennes, par exemple, dans notre cas, des communautés chinoises qui sont établies ici. Et c'est vraiment ces personnes-là qu'on va cibler sur des médias sociaux bien précis, souvent sur WeChat, parce que c'est la plateforme qui est la plus utilisée. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de tentatives d'influence de ce côté-là. Ce que nous disent cependant les experts pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact nécessairement politique. Donc, ça ne s'est pas nécessairement traduit en victoire ou en défaite électorale. Je sais que les conservateurs avaient dit il n'y a pas si longtemps, ça nous a fait perdre 8 sièges. Mais bon, comment ils en sont arrivés à ce chiffre-là, ça se discute. Mais reste que, oui, la Chine s'investit de plus en plus là-dedans, mais c'est souvent pour nuire à certains candidats que des fois, qui ont des positions considérées comme anti-chinoises, si on veut, mais pas nécessairement pour essayer d'influencer l'électorat canadien au grand complet, là. Merci beaucoup, Dani. C'est une très belle un portrait qui complète en fait ce que tu as manqué tantôt de Simon, qui s'intéresse aussi au cas canadien. J'inviterais donc soit Zachary ou Balthazar à prendre la parole. On va parler ensemble, donc c'est moi qui vais faire une petite introduction. Oui, nous sommes un binôme aujourd'hui puisque nous allons présenter le même projet donc, auquel nous participons tous les deux. Et moi, je vais répondre à votre question de façon un petit peu différente, Fanny, puisque ce qu'on va explorer, c'est un vecteur particulier de désinformation. On s'est posé la question en 2024.
de si la presse écrite relaie la désinformation russe. Donc, on a une petite présentation visuelle à valider si vous pouvez nous donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, nous tenons à remercier nos collègues de l'UDM, le CCEAE qui nous a invités, et en particulier Valérie pour l'organisation. OK, vous pouvez nous donner la prochaine diapositive. Donc, ce projet, c'est un projet d'exploration de la presse écrite. Donc, on veut voir des journaux de démocratie du monde qui ont des publications entre janvier 2021 et juin 2024 et qui ont une certaine portée ou reconnaissance culturelle, qui sont emblématiques du paysage médiatique de leur pays. Donc, les pays qui ont fait l'objet de collecte, on a le Canada, tant en anglais qu'en français, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Suisse, tant en français qu'en allemand, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Bulgarie, la Lettonie, la Tchéquie et la Slovaquie. Et ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a regardé tous les articles qui parlaient de la guerre de la Russie en Ukraine entre ces dates dans ces pays. Et on a des locuteurs de la langue locale qui sont penchés sur les articles pour en tirer des phrases et ensuite coder ces phrases et les identifier si elles étaient véhicules de narratifs pro-russes ou pas. On a identifié en gros 4 grandes trames narratives déployées par le Kremlin et ceux qui répètent ces informations. Donc cette trame, c'est que l'Occident est en fait l'agresseur, que la Russie a un droit inné d'exercer dans une certaine sphère d'influence une politique qui lui est propre, que la guerre en Ukraine ne nous regarde pas et finalement que l'Ukraine est illégitime et corrompue. Alors, à partir de ces données codées par des êtres humains, ce qu'on veut faire, nous, c'est entraîner une IA pour généraliser sur l'ensemble du corpus qui est beaucoup trop grand pour qu'on passe à travers à la main. Donc, cet entraînement d'IA est encore en cours. Nous avons cependant des résultats préalables à vous présenter à la main. Donc, je vais passer la parole à Zachary pour parler du cas canadien. Oui, donc merci tout d'abord à Laurent et à Valérie pour l'invitation. C'est beaucoup. Donc oui, je me suis penché sur le cas canadien, tant en français qu'en anglais. Quelques observations globales déjà. Donc il y a très peu de présence de narratifs pro-russes dans la presse écrite canadienne. Donc, en fait, il y a environ moins d'1% des phrases analysées qui en contiennent. Ces narratifs pro-russes sont surtout retrouvés dans les mêmes articles. Il est pas rare qu'on va voir plusieurs phrases avec des narratifs pro-russes au sein de même article. Aussi, la présence de ces narratifs semble dépendre beaucoup des événements récents et semble apparaître en vagues. Donc, c'est surtout centré autour des mêmes phénomènes récents. On n'observe aussi aucune vraie relation entre la période des élections fédérales et le nombre de cas. Même au contraire, on observe moins la présence de narratifs pro-russes dans la presse écrite durant la période de toute l'année, en fait, de 2021, que lors des années suivantes étudiées. Cependant, il est à noter que l'invasion d'Ukraine n'ayant commencé qu'au début de l'année 2022, la fiabilité, la pertinence de cette conclusion va être remise en question. Si la période électorale fédérale canadienne avait commencé plus tôt en 2022, peut-être que les résultats auraient été différents. Si on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît. Donc là, si on compare les journaux francophones et anglophones au Canada, on arrive encore à quelques conclusions intéressantes. Donc, on a surtout des cas positifs, c'est-à-dire des situations où ces narratifs et la désinformation qui les accompagnent vont être déconstruits et démystifiés par les journalistes. Donc, oui, on en parle, mais on les soutient surtout pas, même au contraire. Les vrais cas positifs sont des citations plus souvent de personnes influentes. Donc, soit lorsqu'on cite, par exemple, un discours prononcé par Poutine, puis les commentaires d'une personne qui adhère à ce narratif. Donc, c'est toujours pas dans l'intention d'influencer le public canadien. Finalement, les journaux francophones, anglophones diffèrent surtout sur la proportion des types de narratifs présents. Donc, c'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait la même présence de catégories de types de narratifs. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, du côté gauche, les sources francophones, telles qu'illustrées ici, on voit une plus grande proportion des narratifs pro-russes représentés dans la presse écrite canadienne sont de la catégorie de la délégitimisation de l'Ukraine.
Alors que du côté anglophone, les catégories narratives sont plus équitablement représentées. Donc, on voit que c'est plutôt du côté anglophone, le narratif, c'est pas notre guerre. En fait, la Russie est une menace pour nous qui remporte sur les autres. Sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Ensuite, cette fois-ci, en regardant plutôt la fréquence des mots utilisés dans les phrases identifiées avec des narratifs russes, on remarque que les mêmes thèmes reviennent d'un côté comme de l'autre. Ce sont des mots fortement liés aux différentes catégories de narratifs présentées précédemment. Ce que je veux dire ici, c'est que en rouge, si vous regardez bien, d'un côté comme de l'autre, on a des mots qui reviennent souvent. Donc, nucléaire, qui sont parmi, excuse-moi, parmi les mots les plus souvent représentés et repris dans les narratifs russes identifiés. Il y a aussi néo-nazi, nazi, dénazification. De côté comme de l'autre, ce sont deux tendances. Là. Et plus souvent, lorsqu'on va voir l'un de ces quatre narratifs dans la presse écrite canadienne, ça va être accompagné d'un de ces mots-là. On peut finir avec la prochaine slide. Oui. Donc, finalement, en passant les phrases à travers un modèle d'analyse des sentiments, on observe des tendances assez similaires entre les sources francophones et anglophones. On observe surtout, mais en général, la méfiance, la peur, la colère. Et pour les avoir lues à la main, là, ces centaines de milliers de phrases-là, oui, c'est plus ou moins ça qui revient. Donc, c'est ça pour le fait Canada. Je vais redonner la parole à Balthazar. Bien. Et donc, moi, je vais finir avec quelques commentaires sur le corpus de tous les pays. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que, en fait, à la main, on a trouvé très peu de cas positifs. La presse écrite ne semble pas être très perméable aux narratifs pro-russes. Du côté le plus négatif, on a l'Afrique du Sud, où les narratifs pro-russes ne représentent que 0,4% de ce qui est publié. La Lettonie, qui a une forte communauté russophone, il y a une distinction intéressante, puisque là, nous avons fait deux corpus. C'est moi qui les ai codés à la main, donc je les connais bien. J'ai fait un corpus de presse russophone étatique et un corpus de la presse russophone émigrée qui est venue s'installer en Lettonie après le début de l'invasion de 2022. Et en fait, les différences n'étaient pas très saillantes. Et dans les deux cas, les narratifs pro-russes occupent moins de 2% du volume publié. Le pays le plus vulnérable dans la presse écrite, c'est la Slovaquie. La Slovaquie, où tout de même à peu près 8% de la publication reprend des narratifs pro-russes. Et si on regarde le déploiement de ces narratifs dans le temps, on peut remarquer qu'il y a 3 pics autour de 3 périodes importantes, donc juste après le début de l'invasion, dans les 6 mois qui ont précédé les dernières élections présidentielles, et dans les 3 mois qui ont précédé les dernières élections parlementaires. Donc, bon, le volume est tout de même réduit parce qu'il s'agit d'un codage à la main. C'est un résultat qui restera à confirmer avec les résultats machines, mais c'est tout de même intéressant de voir qu'on a quelque chose qui ressort autour du cycle électoral de la Slovaquie, qui a d'ailleurs élu en octobre, peut-être septembre 2023, oui, septembre 2023, un régime, un parti pro-russe au cœur de la coalition au pouvoir parmi son élection parlementaire. Donc, si on peut passer à la dernière diapositive, notre conclusion, c'est tout de même que les médias classiques sont assez imperméables à la propagande russe, ce qui nous pousse à nous tourner vers les véhicules dont nos collègues nous ont déjà parlé à cette table. Ça aurait peut-être été plus percutant si on avait été les premiers à passer, mais je pense qu'on passe au bon endroit, à l'endroit logique. Mais donc, il faut plutôt se tourner vers la télévision, les réseaux sociaux et surtout les personnalités publiques pour voir ce qui reprend et véhicule les points narratifs du Kremlin. Finalement, on peut aussi conclure sur l'efficacité discutable des lois anti-propagande en ce qui concerne la presse écrite. Par exemple, en Lettonie, il y a des fortes lois anti-propagande sur la guerre de la Russie en Ukraine qui ont été mises en place en 2023. Et il n'existe pas vraiment de différence dans la presse lettonne que nous avons observé entre avant et après l'émission de ces lois. Ce n'est juste pas un phénomène qui apparaît beaucoup dans la presse écrite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour vos points de vue et vos opinions informées et vos informations sur ce sujet-là. On a fait un beau tour de table et j'ai quelques caractéristiques que je vois un peu en commun. Tous nos panélistes disent
presque tous disent qu'on sous-estime la désinformation. C'est important d'aller au-delà aussi de la période électorale pour comprendre la désinformation. On a aussi parlé de la variété des mécanismes qui sont utilisés par ceux qui propagent la désinformation. Et aussi que les pays ont des approches plus réactives que, disons, préemptives, ce qui cause un peu un enjeu à ce niveau-là. J'ai 2 questions, puis là, on a 30 minutes, fait que je vais juste merge mes 2 questions ensemble. J'espère que ça va faire du sens. Est-ce que, selon vous, on a parlé des vecteurs, donc de désinformation, certains vecteurs qui sont plus importants que d'autres, qui fonctionnent mieux que d'autres, peut-être des vecteurs aussi qu'on a tendance à sous-estimer. Alors, je me demandais, par rapport à vos cas qui vous intéressent, vos cas d'études, quels sont, selon vous, les vecteurs qui sont les plus sous-estimés et comment, selon vous, devrait-on s'en protéger? Donc, les vecteurs les plus sous-estimés, ou disons les vecteurs peut-être les plus importants, et comment se protéger de ces vecteurs-là, de quelle manière se protéger de ces influences-là qui passent par ces vecteurs. Je ne sais pas si vous voulez y aller. This is a very important question, and first of all, I would like to compliment the researchers on the study. It's very informative. My single question / comment towards that would be if you, and it's for you to take home, not you cannot just you can skip the answer. If during your study or observation you have noticed that in Canadian press the subject of Russia and the Ukraine conflict is having a good or a sufficient exposure among other subjects, because you've noted that there are different narratives and different perspectives on the same narrative, right? So this is just a comment from my side. Getting back to the question, I would say quickly that the most difficult things to address are the ones that cannot be seized. So the ones that you cannot really see. So first of all, word of mouth, like how people transmit information among them, and how people reflect on the reality that they see. For instance, in our case of Moldova, we had actually the Russians infiltrate the church. So they took priests to Russia, instructed them on what to say and how to address the congregations, and then, of course, reward them with different kind of financial and other benefits, and send them back and spread a different type of pseudo religious rhetoric, which would be closer, of course, to the Russian Orthodox Church. And this is just one element. So my advice would be to never stop looking for it. So even like in your daily activity, daily conversation, never stop questioning and seeing how it reflects, on the big picture. And of course, you can do this by training your population to be more, let's say, prudent or reactive, right? To more involved. And this is why I made or I addressed the question about the presence of the subject in the public media of Canada on its own. Merci beaucoup. Oui, peut-être un autre angle que moi je prendrais sur la désinformation, c'est que la Russie ne parle jamais de la droit international. Par exemple, pour la deuxième invasion de l'Ukraine, la Russie a dit qu'il était obligé de faire une intervention pour arrêter un génocide. Tout ça, c'est allé à la Cour internationale de la justice aux Pays-Bas, puis ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de génocide. Alors, je pense qu'on doit mettre beaucoup de focus sur le droit international. Personne ne parle publiquement que l'Ukraine, la Russie, Grande-Bretagne et les États-Unis ont signé un accord en 1994 en Budapest, ça s'appelle le Budapest Memorandum, en disant que l'Ukraine donnait toutes ses armes nucléaires soviétiques
En échange, les États-Unis puis l'Union, l'Angleterre, ils ont dit si vous faisiez ça, on va protéger votre souveraineté. Alors, on voit que la Russie ne parle jamais de ça, dont ils ont un signataire. Ils ne parlent jamais du charte de l'ONU. Que l'invasion d'un autre pays, c'est illégal. Ils ne parlent jamais de ça. Puis la défense sur article 51, que tous les pays voisins ont un droit d'aider l'Ukraine. Alors, ils ne parlent jamais de ça. Puis moi, je pense qu'on doit toujours se consacrer sur la droit international pour parler s'accélérer depuis 1945, depuis la formation de l'ONU. Puis on doit vraiment utiliser ça pour démontrer qu'est-ce que la Russie fait, parce qu'elle change toujours le narratif sur ces actions qui sont illégales. Merci, Carl. Je me demande si Simon voulait rajouter à répondre à la question. Si vous me rappelez, s'il vous plaît. Oui. Je suis parti dans mes pensées. Quels sont les vecteurs les plus sous-estimés de la propagation de la désinformation et comment s'en protéger? Je pense que dans un contexte européen, je suis constant dans un contexte canadien, puis de façon très anecdotique. Hier, je regardais par exemple les déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon dans la foulée des déclarations de Mark Miller. Puis là, j'allais voir sur YouTube les commentaires des internautes. J'avais beaucoup de commentaires, puis je me disais, mais je serais curieux de savoir combien il y a de trolls, de bots qui sont là, qui sont en train de réagir. Puis je cliquais sur beaucoup de comptes, puis c'était vraiment fort probablement des bots. Donc, c'est encore notre ami, là, dont j'oublie le nom, là, qui est avec nous en vidéoconférence, qui disait sur quoi ils veulent se raccrocher, là, ces acteurs étrangers, notamment la Russie, là, pour justement susciter la division, affecter le processus électoral. Le mouvement libertin et le mouvement indépendantiste québécois, c'est du bonbon là, pour les. Cela dit, moi, je suis plus préoccupé par les récits conspirationnistes, les fausses informations qui sont véhiculées dans un contexte américain et comment ça a des échos sur la scène canadienne et comment notre espace mental, que ce soit politique ou médiatique, devient quelque part devient influencé par ces récits-là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'angles morts. La recherche, là, vraiment, je sais que là, il y a des gros enjeux, là, parce que justement, les coupes là, au niveau du financement américain, là, ça a un impact énorme, mais dans un contexte canadien, par exemple, il y a tellement d'angles morts. On ne réfléchit pas, par exemple, on s'intéresse beaucoup aux médias sociaux, mais on ne réfléchit pas comment les médias traditionnels peuvent relayer ces discours conspirationnistes, peuvent relayer ces fausses informations. Par exemple, avec une équipe de recherche, présentement, on s'intéresse à comment la couverture de l'élection américaine de 2024 a été abordée par les radios parlées dans la région de Québec. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont relayées sans être validées. C'est beaucoup de commentaires. Puis il y a des gens qui écoutent ça. Puis après ça, là, ce que la recherche nous montre par rapport au phénomène de polarisation, c'est que vous pouvez avoir des gens qui sont très crainqués, donc très motivés, qui vont écouter ces médias-là, qui vont se fâcher. Puis après ça, on se rend compte que dans leur entourage, les gens qui ne s'intéressent pas à la chose politique, ne s'intéressent pas aux médias, ils deviennent influencés par qu'on appelle le leader d'opinion, qui viennent un peu influencer leur entourage. On ne comprend pas trop ces phénomènes-là. Il y a des recherches dans un contexte américain qui montrent justement que ce phénomène de polarisation et de radicalisation peut jouer lorsqu'on voit l'effet de ces leaders. Mais dans un contexte canadien, on n'a jamais vu ça, on ne réfléchit pas à ça, on ne sait pas. Donc, bref, il y a beaucoup d'angles morts. Puis, je pense que nos collègues européens, là, ils ont vraiment raison de s'inquiéter du rôle de la Russie. Mais je pense, pour terminer mon intervention, mais je pense que dans un contexte canadien, surtout dans un contexte d'élection serré, que les conservateurs ont raison de s'inquiéter que certaines de leurs circonscriptions ont été influencées par l'ingérence étrangère, notamment en particulier celle chinoise, et que dans un contexte où parfois ça se joue à quelques sièges, si cette influence-là, puis cette ingérence-là, elle a joué dans certaines circonscriptions, c'est majeur. C'est majeur, puis c'est des choses auxquelles il faut réfléchir pour mieux comprendre
comment ces phénomènes-là de manipulation, d'influence, de désinformation ont lieu à la fois sur les réseaux sociaux, dans un contexte, par exemple, pour les diasporas chinoises, c'est sur les WeChat ou autres, mais c'est aussi les médias communautaires. Comment c'est le contexte des médias communautaires? Quels sont les acteurs, etc. Donc, beaucoup d'enveloppement. Merci beaucoup, Simon. Dani, si tu peux répondre à la question, est-ce qu'elle t'inspire? Mais que ça m'inspire, elle est géniale ta question, Fanny. Je vais prendre 10 secondes cependant parce que je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. Je voulais juste vous remercier de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de communiquer avec mon alma mater, même si ça fait 15 ans que je n'ai pas mis les pieds là-bas. Donc, oui, je trouve ça super intéressant cette question-là, Fanny. Puis, moi, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup dernièrement, c'est de voir cette, comment l'intelligence artificielle est devenue un moyen de s'informer. Donc, comment Google est en train de se faire remplacer par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que des fois, on va chercher sur Google, mais c'est l'intelligence artificielle qui va nous répondre avant Google. Tu sais, ils vont nous donner des choix de réponses, mais il va y avoir un petit recap. Je ne me rappelle pas si c'est Perplexity ou quoi, qui nous fait un petit recap avant même qu'on ait le temps de cliquer sur quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi? Parce que les Russes ont compris ça aussi. Donc, je tape sur le clou des Russes, malheureusement. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup de ce côté-là, c'est que je lisais un rapport de Graphite l'autre fois qui disait qu'il y a maintenant plus que 50% du contenu en ligne qui n'est pas véritable, qui n'a pas été généré par des êtres humains. Donc, ça, déjà en partant, c'est une espèce de tâche, je ne sais pas, sur le, sur notre relation avec l'Internet. On a passé le seuil critique. Donc, je pense que les Russes ont bien compris ça, que dans le temps, on faisait qu'est-ce qu'on appelait, on essaie de gamer des mots-clics, c'est-à-dire on va créer un mot-clic. Je parlais tantôt de la question du 51e État, OK? Hashtag 51st State, et là, on va gamer le mot-clic, c'est-à-dire qu'on va s'arranger pour le participer, le partager le plus souvent pour que ça devienne une tendance. Donc, par exemple, on veut en faire une tendance sur Twitter. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on essaie de gamer, encore une fois, l'intelligence artificielle on crée énormément de contenu, du contenu qui est techniquement vide. Je veux dire, c'est des calories vides que souvent, personne ne consomme ça. C'est des sites Internet qui sont créés par des bots qui eux-mêmes créent d'autres sites Internet pour se répondre, pour s'envoyer des articles qui sont complètement fabriqués. Et là, on est en train de créer ce réseau-là qui est un Internet, qu'on appelle un Internet mort, si on veut. Mais plus il y en a, plus il y a de chances que l'intelligence artificielle aille taper là-dedans quand il pose une question. Donc, plus il y a une chance qu'on va chercher sur Google, hop, la personne qui, pas la personne, mais je veux dire, ce qui va répondre en premier avant Google, c'est l'intelligence artificielle. Elle va y aller avec la masse. Elle va dire, bon, ben, si j'ai 150 000 articles qui disent ça, probablement que c'est une information crédible, probablement que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être partagé avec la personne qui vient de faire la recherche. Donc, je pense que les Russes, encore une fois, sont bons pour trouver les moyens cheap, si on veut, d'aller à faible coût, d'aller chercher, d'aller exploiter ces petites failles-là, puis d'être vraiment prévoyant, de voir, OK, il y a cette tendance-là qui s'en vient où on se pose, on est de plus en plus paresseux pour faire nos recherches, pour reprendre un terme qui nous rappelle malheureusement la pandémie. On est de plus en plus paresseux pour faire nos recherches et on va donner la tâche qu'on va sous-traiter à l'intelligence artificielle. Et eux, ils ont compris que ben, plus que tu crées du contenu, plus que c'est ce contenu-là qui va ressortir quand l'intelligence artificielle va faire ses recherches. Donc maintenant, quelle est la solution? Ben, la solution, en fait, je suis quand même assez pessimiste, mais il faut combattre l'intelligence artificielle par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut que cette technologie-là nous sert à faire un scrub, si on veut, de l'Internet et d'essayer d'aller retirer tout ce contenu-là qui est faux, qui n'est pas généré par des êtres humains. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de gagner la course à ce niveau-là? De ce côté-là, je suis quand même assez pessimiste, mais l'intelligence artificielle peut aussi être notre ami dans cette situation-là. Donc, espérons qu'on soit capable de la manier pour le faire. Ambitieux comme plan, Dani, mais mais merci pour l'intervention, très, très intéressant.
le rôle des technologies définitivement décupleur, je dirais, de ces campagnes de désinformation. Est-ce que je pense qu'on devrait passer au binôme pour répondre à cette question. Et ensuite, on va avoir des questions du public aussi qu'on va pouvoir peut-être dire en maths, mais allez-y, le Balthazar. Très bien. Ben, nous sommes vraiment concentrés sur un vecteur. Donc, je peux répondre avec des opinions et des impressions, mais ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise, c'est quand même sur la presse écrite. Donc, je vais m'essayer tout de même. Donc, comme vous le soulignez, M. Gagné, il y a un immense volume du contenu Internet qui n'est plus généré par des êtres humains. Et quelqu'un qui soulevait, par exemple, les commentaires YouTube ou d'autres réseaux sociaux tout à l'heure, la question que je me pose, c'est, dès qu'on a une certaine littératie des médias, quelle fiabilité est-ce qu'on va vraiment accorder à un commentaire YouTube, par exemple? Donc, certes, cette désinformation existe, cette désinformation existe, elle est là en volume important et inquiétant, mais est-ce qu'elle a une légitimité suffisante pour pénétrer à nos sphères d'information? Et cette question de la légitimation de la désinformation, je pense qu'elle est reliée en grande partie aux personnalités publiques qui sont proies ou qui sont intéressées à relayer cette désinformation, qui l'apprennent et qui deviennent des leaders d'opinion. Et de ce côté-là, je m'avoue rassuré par le fait qu'en tout cas, notre presse écrite, dans la majeure partie, n'est pas devenue ce genre de leader d'opinion. J'ai quand même entendu les commentaires de beaucoup de mes collègues qui disent que dans tout ce qui est la radio, par exemple, ou la télévision, là, il y a eu des études menées plus poussées, peut-être plus inquiétantes, qui soulèvent tout de même la question de la trace écrite versus la trace orale. Merci beaucoup. Très intéressant, Zachary. Je peux juste rapidement rebondir là-dessus. Oui, on s'est penché seulement sur la presse écrite, mais ce qu'on peut faire éventuellement, ce qui serait intéressant, c'est de plus voir quels effets ensuite la presse écrite a eu sur le débat public, à savoir, est-ce que dans les rares cas où est-ce qu'il y a de la diffusion des narratifs pour eux, ensuite ça peut peut-être être repris, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes, là, et de voir ensuite comment ça peut influencer les opinions. Là. Donc, c'est là justement des angles morts que vont pourrait être testés, qui serait intéressant de voir. Merci beaucoup, Zachary. Est-ce que je me suis rendu compte que je t'ai tutoyé? Excusez, j'ai tutoyé tout le monde. Je t'ai tutoyé, désolée, je ne vais pas faire ça. Merci beaucoup tout le monde pour vos réponses très, très intéressantes. Je propose qu'on continue avec les questions du public. On a une audience d'à peu près 30 personnes en ligne, c'est ce que Petit Renaud m'a dit. Et si on pouvait peut-être afficher une... On verrait la carte bleue. Tu ménages. C'est celle en orange. Oui, avec Mme Isabelle Guinaudot. Ah, ok, parfait. Donc, j'aurais des questions pour Zachary et Balthazar. Comment avez-vous identifié les narratifs pro-russes que vous avez codés? Vous dites que votre corpus est trop large pour être codé à la main. Allez-vous entraîner un modèle pour cela? Et quelles étaient vos attentes avec ce projet? Pensez-vous que la presse relayerait ces narratifs? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, in fine, de comparer la pénétration de narratifs pro-russes dans la presse à ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est beaucoup de questions, mais vous pouvez y aller, puis je suis sûre que vous avez des réponses à toutes ces questions-là. OK, alors, c'est en effet beaucoup de questions. Je vais essayer de segmenter un petit peu. Si je pouvais avoir les questions sous les yeux, ça me serait extrêmement utile. Je suis désolé. Donc, comment avez-vous identifié les narratifs pro-russes que vous avez codés? OK, donc là, je peux vous parler de moi pour la lectonie, parce que ce qu'on a fait, c'est quand même, on a fait encore plus important sur plusieurs pays et plusieurs langues différentes, ce qui veut dire que une feuille de mots-clés, par exemple, adaptée à la presse lettonne en russe, ne sera pas nécessairement adaptée au Canada. Donc, moi, un moment pour me familiariser avec le contexte letton, j'ai aussi fait toute ma maîtrise sur les narratifs pro-russes liés à la militarisation de l'Arctique. Donc, je suis au courant aussi un petit peu de ce qu'on dit dans la presse russe. Et à partir de ça, j'ai juste fait une grille de mots-clés pour pouvoir identifier certains narratifs. Donc, j'ai filtré les corpus par ces mots-clés. Je suis allé voir les phrases et ensuite j'ai identifié voir si c'était quelque chose qui était repris, cité, ou si c'était l'expression d'une opinion, qu'elle soit présentée comme un fait ou non. Et si c'était le cas, là, je l'ai flagué comme un cas positif. Le corpus est trop large pour être codé à la main puisqu'il fait
de nombreuses centaines de milliers de phrases. Donc, nous comptons entraîner un modèle pour cela. En fait, il est en train de tourner pour le moment. Les résultats sont simplement pas très convaincants pour le moment. Donc, c'est un LLM, un Large Language Model qu'on entraîne entièrement en boucle fermée. On a toute une documentation technique pour ça, mais je n'en suis pas l'expert. Est-ce qu'on pensait que la presse relayerait ces narratifs? Donc, oui, notre opinion, c'était beaucoup plus que la presse qui risquerait de reprendre des narratifs issus des réseaux sociaux plutôt que le contraire, même si s'il y avait une grande présence dans la presse écrite, on serait alors interrogé sur la question de est-ce que la presse écrite pourrait en retour alimenter les réseaux sociaux. C'est pas une hypothèse qu'on juge très importante pour dire vu l'aridité relative qu'on a trouvée dans les réseaux sociaux, dans la presse écrite, même s'il y a tout de même une dynamique à souligner qui est de simplement citer dans un commentaire de réseaux sociaux un article de presse écrite comme stratégie de légitimation. Donc, je pense que ça répond aux trois premières questions. Ça, si tu as quelque chose à rajouter. Écoute, ça va très bien. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, à fait ces études-là, il y a plus de questions qui ressortent que de vraies réponses. Sinon, pour ce qui est vraiment de comment est-ce qu'on a analysé le corpus, moi personnellement, je les ai faites à la main, les 100 000 et plus phrases. Là, donc, ça fait vraiment beaucoup, ça a été long. Donc, je crois le connaître quand même assez très bien. Là. Donc, les données qu'on a ressorties ensuite sont intéressantes. Mais je peux vraiment dire qu'ils sont représentatifs de ce qu'on a vu. Ensuite, je crois que Balthazar a quand même assez bien expliqué pour le reste. Là, je pense que c'est suffisant. C'est parfait, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Merci aussi à la personne qui a posé ces questions-là, Isabelle, je crois. Est-ce que... Oui, merci beaucoup pour vos réponses. Ah, super! Ça me plaisir. C'est-tu... Ouais, la deuxième question, c'est pour Simon. Tu avais mentionné que tu avais pu, que dans les commentaires YouTube, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de commentaires, c'était des bots. Comment tu avais fait pour détecter que c'est... Généralement, c'est des comptes qui ont l'air vraiment créés uniquement pour réagir, puis enflammer là, le discours, ou prendre position, puis il n'y a pas d'historique, c'est des comptes récents, il n'y a pas d'autres interventions ailleurs. Donc, ça avait l'air vraiment là, si je peux m'exprimer, de robots logiciels automatisés plutôt cheap, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est pertinent avec l'intelligence artificielle, c'est que tous ces logiciels vont devenir de plus en plus justement performants là, pour pouvoir interagir, comme s'ils étaient des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense que lorsqu'on réfléchit au rôle de l'intelligence artificielle, là, comme on en a parlé là, précédemment, comme quoi ça va produire énormément de discours qui pourraient influencer justement les modèles de langage pour reprendre des récits mensongers puis après ça, contaminer les modèles. Ça c'est très préoccupant. Donc, toutes ces stratégies, là, par exemple, lorsqu'on réfléchit à l'élection de 2016 aux États-Unis, qui a été très étudiée, puis on est presque à la préhistoire là, des procédés de manipulation. Puis là, vraiment, là, ça va beaucoup plus vite, en particulier avec l'intelligence artificielle. Mais ça me faisait sourire, c'était vraiment anecdotique. Là. Lorsqu'on parlait justement à quoi les acteurs irlandais peuvent se raccrocher, c'est clair que l'élection du Parti québécois dans un contexte canadien, c'est vraiment une occasion en or pour tenter la population puis d'affaiblir un adversaire. Regardez ça à l'œil, puis quand ça va arriver, on va dire « Ah, Simon nous l'avait dit. » C'est ça qu'ils disent. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter sur cette question? On a à peu près comme 4 minutes, donc je ne sais pas c'est quoi qu'on... C'est d'autres... Ah oui, excusez-moi, mais bien sûr, allez-y. C'est même pas... Aller sur Zoom, s'il faut. Pensez-vous que c'est seulement les Russes qui font du garbage in, garbage out, pour parler de monsieur qui est sur Zoom? C'est ça qu'ils font, non? Ils font du garbage sur Internet que l'intelligence artificielle prend pour une vérité, puis ils diffusent ça parce que c'est ça qu'il y a le plus. Parce que c'est ça que fait l'intelligence artificielle, pas compris. Mais est-ce que c'est seulement les Russes qui font ça?
Et deuxième chose, OK, pourquoi que les radios à Québec diffusent du garbage? Je pense qu'à la première question, peut-être elle va peut-être un peu plus pertinente pour tout le monde. Donc, Dani, peut-être que ça t'intéresserait. Est-ce que c'est juste les Russes qui font garbage in, garbage out de l'infection de LLM, par exemple? Si je crois bien comprendre votre question, des intelligences artificielles. Parce que le message qu'il veut poser, il en met tellement dans le système que l'intelligence artificielle, elle voit quasiment juste ça. C'est ça qu'elle diffuse. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Écoutez, j'ai pas d'exemple nécessairement. Je connais pas assez, je vous dirais, qu'est-ce que les autres pays font. C'est sûr qu'on s'entend que souvent, on va imiter les comportements gagnants. Si on regarde le cas du Canada, un des joueurs qui est de plus en plus dans la game, j'utilise encore ce mot-là, de la désinformation, l'Iran. L'Iran commence à faire ses armes de plus en plus. Donc, c'était un pays qu'on ne voyait pas tant que ça. Et là, qui commence à imiter, commence à vouloir jouer dans la cour des grands. Je ne crois pas que les Chinois nécessairement utilisent ces stratégies-là. Mais si je disais, là, si je pensais à un joueur à surveiller, du moins, là, je regarderais du côté de l'Iran. Parce qu'on voit que ces tentatives d'influencer l'opinion publique canadienne sont de plus en plus fréquentes. Ils ont clairement pas le talent des Russes, là, je ne veux rien leur enlever. Mais reste qu'ils ont, du moins, ils ont compris. Et quand je parle de l'Iran, je parle aussi des gardiens de la Révolution. Là. Je pense qu'on peut faire un portrait plus large aussi. Mais ils semblent avoir compris à quoi ça sert. Au Canada, on le voit de plus en plus. Et on l'a vu beaucoup aux États-Unis aussi pendant dans la dernière élection présidentielle aux États-Unis. C'est là où je pense que le Canada, c'est peut-être encore moins, il le voit peut-être moins comme une cible intéressante. Mais si je regarde la dernière campagne électorale aux États-Unis, vraiment, là, on a vu l'Iran qui a décidé de jouer encore une fois dans la cour des grands. Là. Donc, moi, je surveillerais de ce côté-là. Maintenant, la stratégie, comme vous dites, garbage in, garbage out, je ne saurais pas vraiment l'identifier. Je ne l'ai pas assez étudié, ce cas-là, l'identifier si eux font ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute là, que cette stratégie-là va être utilisée de plus en plus. Là. Merci beaucoup, Dani. On a une autre question dans la salle aussi. Ouais, c'est plus un commentaire, en fait, pour rebondir ce que vous avez demandé. Un petit exemple, mais en Europe, on est quand même, on est assez fiers, bien sûr, de toute notre législation, protection de données, mais elle a un aspect qui nous tire un peu en balle dans le pied quand il s'agit justement qu'est-ce que les algorithmes vont regarder. Donc l'année dernière, par exemple, il y a toute cette campagne par rapport de Meta et son algorithme qui collectera les posts sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et il y avait une grande campagne pour tout le monde pour justement faire en sorte que les posts personnels des gens n'aillent pas alimenter cet algorithme-là. Mais si on veut éviter que l'algorithme ne soit que nourri par justement des posts de bots et du garbage des sources malicieuses, bah, si on évite que par exemple le contenu que le gouvernement met sur l'Internet, les réseaux sociaux officiels et même nos réseaux sociaux personnels, bah, on enlève quand même une grande partie pour que ces machines apprennent aussi avec la sensibilité des vraies personnes plus informées, plus littéraires. C'est un aspect auquel on a, je pense, pas encore assez réfléchi en Europe. Dans notre quête à protéger nos données, qui est tout à fait honorable et bien, mais ça laisse côté du contenu bien, si on peut l'appeler comme ça, ou du contenu sensible, pour alimenter les algorithmes qui apprend seulement avec d'autres choses. Aussi, je crois que le phénomène de garbaging est un but distinct pour ceux qui font de la désinformation, parce que ça détermine les utilisateurs de n'avoir pas de confiance dans le média.
Et c'est une autre phase qu'on doit regarder. I'm just going to switch to English. Another thing about this, tactics, that if you would look at the purpose of the garbaging. So what does it need to create? It needs to create a narrative that there is an opposing line of thought against the whatever idea there is, reflected in the media. And if you think about it, you realize that there aren't so many countries that need to do this. So China doesn't need to gain approval on its tactics or way of action towards Taiwan, right? It knows what it does, and it's doing so with or without media. Russia, at its turn, it's trying to legitimize, as my colleague here said, is trying to legitimize everything and to kind of mimic the existence of some kind of equation or equilibrium with the international law. And this is why it's trying to say that, hey, this is a pro-European or a liberal thought, but here you go, and it just splashes all the bots. And we also have the troll farms, which are human. They're not bots, but they're actually paid humans who would just go and spread the very negative context and comments on the net. Merci beaucoup. C'est vraiment pas la première fois. J'ai essayé. C'est vraiment pas la première fois que j'anime un panel sur la désinformation. J'en ai fait beaucoup dans les dernières années. Et je suis vraiment contente parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'était un panel où on a beaucoup appris, particulièrement sur les angles morts, en fait. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la désinformation, malheureusement, heureusement, selon comment vous le voyez. Mais je trouve qu'on a vraiment, aujourd'hui, réussi à augmenter, à raffiner aussi le niveau de la conversation sur la désinformation ici et ailleurs. Et pour ça, je vous dis merci. Je voudrais remercier nos panélistes, donc Karl, Simon, Sergio, Balthazar, Zachary et Dani en ligne. Merci beaucoup pour vos interventions et au plaisir de rediscuter peut-être l'année prochaine avec vous de la désinformation en espérant qu'on soit rendu un petit peu plus loin ici et ailleurs. Merci. Merci à toutes et à tous.